Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraiment folle. Alors des histoires de ce genre, ça paraît impensable de nos jours, mais il fut un temps, c'est le genre de choses qui pouvait arriver. Al Capone, le plus célèbre gangster américain, qu'on connaît aussi sous le nom de Scarface, a bel et bien fait kidnapper un célèbre jazzman de l'époque pour le faire jouer de force à son anniversaire. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter toute cette histoire dans les moindres détails. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Jawai et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous aimez les histoires d'artistes, de personnages inspirants ou les anecdotes insolites en lien avec l'univers de la musique, eh ben vous tombez bien. Bienvenue dans un nouvel arc de la chaîne. J'ai déjà décidé de supprimer pas mal de vidéos de ma chaîne et de me concentrer sur des concepts plus simples qui se rapprochent plus de l'ADN de base de ma chaîne. Donc si cette vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres, c'est le moment de vous abonner et de lâcher votre plus beau pouce bleu. Trêve de blabla, rentrons dans le vif du sujet et revenons à Al Capone et cette histoire surprenante. D'abord, mettons un petit peu de contexte et rappelons un peu qui sont les deux protagonistes de notre histoire. Pour ce qui est d'Al Capone, je pense que la plupart des gens connaissent, au moins de nom, mais je pense que sa victime, entre guillemets, vous sera peut-être un peu plus inconnue. Même si on parle là d'un des plus grands artistes de sa génération, et les connaisseurs de jazz savent très bien qui c'est. Alors personnellement, je connaissais pas cette histoire, mais je connaissais l'artiste. Mon père avait un vinyle de lui quand j'étais petit et je le mettais souvent. J'adore son style de piano, un peu piano-bar, et c'est de la musique hyper joviale, du jazz vraiment qui groove quoi. Commençons par l'histoire des deux protagonistes. Alphonse Gabriel Capone est né le 17 janvier 1899 à Brooklyn, à New York. Et il avait 8 frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont décédés assez jeunes. Sa famille vivait dans un milieu très précaire et Alphonse sera impliqué très jeune dans des activités de rue. Et rapidement, il intégrera des gangs locaux. Garçon plutôt intelligent mais assez indiscipliné, son parcours scolaire sera compliqué. Après avoir été renvoyé plusieurs fois de son école, il arrêtera finalement les cours à 14 ans pour s'impliquer davantage dans les activités liées aux gangs. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu le début d'une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps sur la vie d'un certain Jacques Fresco. Tous les deux ont grandi à Brooklyn et ont quitté l'école à 14 ans. L'un pour aller étudier à la bibliothèque et devenir un ingénieur de dingue, et l'autre pour se lancer dans le grand banditisme. Les deux mêmes enfances, mais deux parcours bien différents. Si jamais la vidéo vous intéresse, je vous la mets juste ici et je vous mettrai le lien en description. En attendant, revenons à l'histoire du jour. Le 21 mai 1904, alors que Alphonse Capone a 5 ans et vit à Brooklyn, un certain Thomas Wright Waller voit le jour à quelques kilomètres de là, dans le quartier de Harlem. Quartier qui est en grande majorité habité par les communautés afro-américaines. Alors ce quartier est très riche culturellement et sera une place incontournable de l'évolution du jazz à l'époque. Thomas baignera dans la musique dès sa naissance, car ses parents avaient une grande implication musicale. Alors son père Edward était un pasteur, il était musicien, et sa mère Adeline était directrice d'une chorale de gospel. Alors Thomas démontrera rapidement un grand intérêt pour la musique, et surtout un talent particulier pour le piano qu'il commence à 6 ans. Il passera également par une éducation musicale un peu plus formelle à l'école, mais lui aussi finira par quitter l'école très tôt, non pas pour se lancer dans le grand banditisme, mais pour se consacrer entièrement à la musique. Il rejoindra pendant son adolescence un groupe formé par Pete Johnson, qui est un autre pianiste renommé de jazz. On va se redécaler de quelques kilomètres, revenons un petit peu à Brooklyn, où notre jeune Alphonse continue de se former à la vie criminelle. Alors il gravit petit à petit les échelons au sein de son gang, et finalement, motivé par son mentor Johnny Torrio, très réputé dans le milieu gangster, il quittera New York pour Chicago. Et il rejoindra donc le gang des Chicago Outfit vers 1920. Alors il faut savoir qu'à cette période-là aux États-Unis, on parle de la prohibition, notamment au niveau de l'alcool qui était interdit à la vente, ce qui offrira un marché très lucratif aux gangs de l'époque. Après avoir essuyé multiples tentatives d'assassinat, Johnny Torrio prend du recul et s'éloigne un petit peu de la vie de gangster, transmettant le flambeau à son petit protégé et lieutenant de confiance, qui n'est autre que Alphonse Capone. Donc maintenant qu'on est bien situé chronologiquement et qu'on a le début de vie de nos deux protagonistes, place à l'histoire qui nous intéresse. Notre histoire se déroule dans les années 20. Fats Waller a la vingtaine, il a à peine 20 ans, il a continué son apprentissage du jazz et est déjà très jeune vu comme étant un petit prodige du piano et du jazz et déjà très réputé. C'était vraiment un surdoué de la musique, et très jeune déjà, il jouait comme je vous l'ai dit déjà du piano, mais il jouait aussi du violon et de l'orgue, qu'il a je pense dû apprendre
à l'église avec ses parents. Au début de sa vingtaine, Fats Waller fait déjà beaucoup parler de lui. Si bien qu'en 1926, à l'âge de 22 ans, on lui propose une série de concerts à Chicago. Et on sait qui y a à Chicago maintenant. Il s'installe donc à l'hôtel Sherman, le temps de faire ses concerts. Cet hôtel est un incontournable des passionnés de jazz à Chicago, car le bar-restaurant de l'hôtel a une belle programmation de concerts et fait donc partie des lieux inévitables et joue un rôle très important dans l'évolution du style musical. Auteur, compositeur et interprète, avec notamment plus de 400 chansons écrites, Fats Waller était également un musicien très généreux. C'est-à-dire que parfois il rencontrait d'autres artistes, d'autres jazzman, qui aimaient ses chansons, et sans rien demander en retour, Fats Waller, des fois, leur donnait certaines de ses chansons. En mode, elle te plaît celle-là ? Bon tiens, vas-y mon frérot, t'inquiète, prends-la pour toi, vas-y, y a pas de problème. Voilà, Fats Waller c'était ce genre de gars-là. Ce genre de gars-là, en deux mots. Pas ce genre de gars-là, comme le magazine. Donc les artistes récupéraient ces chansons, et généralement les revendiquaient comme étant les leurs, allant même jusqu'à en toucher les droits d'auteur. Alors, un beau soir de 1926, alors que Fats Waller termine un de ses concerts dans le restaurant de l'hôtel Sherman, donc il est dehors, il sort de l'hôtel Sherman, un mec un peu chelou s'approche de lui, accompagné de 2-3 autres mecs, qui n'ont pas trop l'air de rigoler. L'homme se dresse face à Thomas, sort discrètement un gun de sa veste et lui pointe sur le ventre. Donc là forcément, Fats Waller fait pas trop le fou, hein. C'était loin d'être un gangster, hein, Thomas Fats Waller. Regardez-moi cette tête de nounours toute gentille, là. Hein ? Donc il est là, face à 3 gars armés, et une limousine s'arrête sur le trottoir juste derrière. Le gars au pistolet s'approche de Fats Waller et lui glisse tranquillement dans l'oreille. Maintenant tu montes dans cette putain de bagnole ou je te descends. Évidemment, Thomas s'exécute, monte à l'arrière de la limousine, et le voilà parti. La voiture roule alors pendant plusieurs minutes qui doivent sembler une éternité pour Thomas, qui ne comprend pas bien ce qu'il fout là. Lui qui n'a jamais rien fait de mal, et qui était un mec sans histoire, quoi. Il sort de son concert comme tous les soirs, et là, le voilà coincé à l'arrière d'une voiture, avec une arme pointée sur lui et 3 gangsters qui le surveillent. Finalement, la voiture s'arrête, les hommes font descendre Fats Waller et le conduisent dans ce qui semble être un club privé. Et là, Thomas comprend encore moins ce qui lui arrive, car en entrant dans la salle, qui est blindée de gens, tout le monde l'acclame. Donc tu sors d'un concert, on te menace d'une arme, on te fout de force dans une bagnole, pour au final t'accueillir comme une star, dans une boîte privée un peu chelou dans une cave, il y a de quoi se poser des questions. Donc Thomas, évidemment, il comprend toujours pas ce qui se passe, il remercie un peu timidement les gens, voilà, en attendant de savoir exactement ce qu'on lui veut, et ça, il va pas tarder à le comprendre. Les hommes de main qui l'ont amené jusqu'ici vont le choper par le callback, ils l'emmènent jusqu'au fond de la pièce, à une petite scène, sur laquelle il y a un piano, ils le font s'asseoir, et ils lui disent « Maintenant tu joues ». Thomas obéit, évidemment, et joue une chanson. Bon, jouer du piano sous la menace d'une arme, ça doit pas être hyper chill quand même. Bon bref, Thomas joue, et à la fin de la chanson, il comprend toujours pas ce qu'il fait là, ni qui sont ces gens, bordel. Il s'arrête, scrute un peu la salle comme ça, tout le monde l'applaudit, bon, et il essaie de comprendre un peu pourquoi on l'a kidnappé, quoi. Et là, ses yeux balayent la salle, et tout au fond, dans un coin sombre, il voit un homme qui l'applaudit, et ce mec, il lui dit un peu quelque chose. J'ai déjà vu cette tête, mais où ? Ah oui, dans le journal. Et là, évidemment, vous l'aurez compris, il reconnaît Al Capone en personne. Et oui, donc pour rappel, on est donc en 1926, Al Capone a alors 27 ans, et c'est aujourd'hui son anniversaire. À cette époque-là, Al Capone n'est pas encore le gangster mondialement connu, mais il fait quand même parler de lui. Pour rappel, on est 3 ans avant le massacre de la Saint-Valentin, qui était un affrontement sanglant entre les 2 principaux gangs de Chicago, le gang des Italiens mené donc par Al Capone, et le gang des Irlandais mené par Bugs Morgan. Mais c'est quand même un gangster très connu et redouté à cette époque. C'est connu que Al Capone est un très grand fan de musique, particulièrement de jazz, et son artiste préféré à l'époque, c'était, vous le voyez venir, Thomas Fats Waller. Donc ce soir-là, Al Capone se trouve à Chicago, c'est son anniversaire, et les hommes de main du gangster avaient connaissance du fanatisme de leur patron pour le jazzman.
Évidemment, ils savaient aussi que Fats Waller était en tournée de concert pas très loin, donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va faire une surprise au patron et on va lui ramener Fats Waller pour un concert privé. Donc, comment ça se passe? Une fois que Thomas est en place devant son piano, il jouera pendant 72 heures quasi non-stop, jour et nuit. Donc imagine le genre de teuf que ça devait être dans le truc. Prenant simplement des petites pauses à des moments pour manger ou boire et pour dormir quelques heures assis ou allongé sur son banc de piano, le tout en se faisant rincer la gueule au champagne, au petit four et autres cocktails, histoire de tenir le rythme pendant toute la teuf. Et il était quand même payé 100 balles par chanson, ce qui est un salaire colossal par rapport au prix qu'il avait l'habitude d'être payé lors de ses concerts classiques. Comme quoi ça va pas que du mauvais de se faire kidnapper par Al Capone. Alors à la fin de cette méga soirée d'anniversaire qui a duré 72 heures, Thomas Fats Waller, qui devait être dans un état lamentable, après avoir joué 3 jours non-stop, se fait remettre dans la limousine de la même manière qu'il en est venu, et raccompagné à son hôtel avec plusieurs milliers de dollars en poche. Alors cette histoire elle est vraiment folle, ça nous paraîtrait impensable aujourd'hui. Imaginez un grand chef de cartel ou de réseau de drogue qui fait kidnapper Orelsan ou Jul pour le faire jouer pendant 3 jours à son anniversaire en lui rinçant la gueule au champagne, en lui balançant des billets à chaque chanson qu'il interprète. C'est complètement fou. Bon, évidemment, il n'y a aucune preuve de cette histoire, mais elle a été racontée par le fils de Fats Waller, qui lui aurait partagé quelques années plus tard après la soirée, donc ça rend quand même l'histoire plutôt crédible. Ça sort pas de nulle part, quoi. C'est pas un pignouf du coin qui l'a raconté, ça vient quand même de son fils. Pour préciser une chose aussi, alors on pourrait faire le rapprochement aujourd'hui entre le rap et la criminalité, hein. Il y a énormément de rappeurs qui se cachent pas de vendre de la drogue ou d'en avoir vendu ou d'avoir commis des délits, mais l'équivalent à l'époque, c'était le jazz. Plus tard ce sera le rock et ainsi de suite jusqu'au rap. Le milieu du jazz était à l'époque assez proche du banditisme. Par exemple, il était connu que le célèbre jazzman Lionel Hampton avait un oncle qui travaillait justement pour Al Capone. Il y a quand même plusieurs histoires dans lesquelles gangsters et jazzman étaient liés, et Al Capone est dans quelques-unes de ces histoires. Comme la fois où il a demandé au clarinettiste Johnny Dodds de lui jouer un air en particulier. Le musicien ne connaissait pas cette musique, alors Al Capone lui a sorti un billet de 100 balles et une partition. Il lui dit: tiens mon ref, tu vas apprendre ce morceau, et quand tu me l'auras joué, je te refilerai un billet. Alors faut bien se mettre en tête qu'à l'époque t'avais pas Spotify ou Shazam, hein, donc des fois t'entendais une musique passer dans un bar, si tu kiffais et que t'avais pas le vinyle, ça se trouve ça pouvait être la seule fois de ta vie où t'entendais cette musique, donc ça pouvait être très frustrant. Donc quand Al Capone a vu l'opportunité pour lui de réécouter cette musique, il a chopé le gars, il lui a filé une partition, il lui a dit: bon, apprends cette musique, tu me la joues, et moi je te rince derrière. Une dernière petite anecdote sympa pour la route concernant Al Capone et la musique. Quand le gangster s'est fait choper et qu'il s'est retrouvé en prison à Alcatraz, une des demandes qu'il a fait, c'est d'avoir une mandoline. Il a donc appris à jouer en prison de la mandoline, et sachez que pendant son séjour en prison, Al Capone a monté un groupe de jazz. Il s'appelait les Rock Islanders. Je trouve ça fou quoi. Le mec c'était vraiment un fan inconditionnel de musique et particulièrement de jazz. Bon, j'ai cherché un petit peu sur internet s'il y avait des traces d'un enregistrement quelconque de ça, j'aurais trop kiffé, mais malheureusement j'ai pas trouvé. Si jamais il y a des gens qui savent comment trouver ça, bon je suis même pas sûr que des enregistrements existent, mais sait-on jamais. Il aurait même écrit une lettre à son fils pendant qu'il était en prison, et il aurait dit dans cette lettre qu'il connaissait 500 chansons, et qu'il en aurait même composé certaines. Et ce qui est fou là-dedans, et c'est quelque chose qui est relativement peu connu finalement, c'est que Al Capone était quasiment sourd. Il avait donc une approche bien particulière de la musique, et ça démontre bien à quel point c'était un passionné quoi. Le mec c'était un mordu de musique, et ça je trouve ça fou. Voilà les amis, c'est la fin de cette histoire et cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses et kiffé l'anecdote. Pour ma part, je savais pas du tout l'attrait d'Al Capone pour la musique à ce point-là, et plus particulièrement pour le jazz. Et côté Fats Waller, c'est quand même une anecdote de fou qu'il a dû se régaler à raconter en soirée quoi. Le coup de « je me suis fait kidnapper par le plus grand gangster du monde pour jouer du piano à son anniversaire », voilà. Ça devait avoir pas mal de succès pendant les fêtes de famille. C'est tout pour aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire des anecdotes musicales, si vous connaissez des petites anecdotes croustillantes un peu insolites, et peut-être que j'en ferai un sujet pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne juste en dessous de la vidéo, hein, c'est totalement gratuit et ça récompense mon travail, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver, et d'ailleurs pour ceux qui se demandent, j'ai retiré les podcasts de ma chaîne, mais pas de panique, c'est juste que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube dédiée au podcast, ça s'appelle tout simplement le podcast, et je vous invite donc à venir sur cette chaîne, pareil plein de vidéos qui devraient arriver prochainement, et je vous mettrai le lien aussi dans la description pour ceux qui aimaient ce format et qui voudraient le suivre. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites de la musique c'est trop bien. Et moi je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo, c'était Jawai, la bise. Tout.